champion in Cincinnati once more. 7-6, 7-6. A 39th Masters title, surely one of the most remarkable of those finals. That is a match we will remember for a very long time. Novak Djokovic s'impose face à Carlos Alcaraz au terme d'une finale incroyable à Cincinnati. Il remporte son 39e Masters 1000, c'est 3 de plus que Nadal, 11 de plus que Roger Federer. Il s'assoit encore plus sur le trône des Masters 1000 dans l'histoire du tennis. Il vient remporter son 95e titre en carrière, c'est 3 de plus que Nadal, à 8 unités de Roger Federer. Et personnellement, je le vois bien aller chercher les 103 titres de Roger Federer, non sans mal, mais je le vois également aller chercher ce record. Quoi qu'il arrive, à 36 ans et 3 mois, Djokovic montre à la concurrence qu'il ne veut rien laisser aux autres. Il montre qu'il veut continuer à être le patron sur les circuits et à régner. Et ça tombe bien, l'US Open arrive et c'est le tournoi du Grand Chelem qu'il a le moins gagné avec Roland Garros, seulement 3 fois. Donc ça va être l'occasion pour lui de reprendre les rênes du circuit. À noter également qu'Alcaraz vient de perdre sa première finale en Masters 1000. Il avait gagné les 4 premières à Miami, à Madrid et à Indian Wells. Si on fait un déroulé de ce match assez rapide, on va pas se mentir, au début on n'était pas parti pour avoir la finale de l'année entre les deux joueurs. On a eu un Djokovic solide qui a fait le break assez rapidement dans le match, mais qui s'est montré assez en dedans sur certaines phases de jeu en commettant des fautes directes assez rapidement, mais il a montré des schémas assez intéressants avec des services volés sur seconde balle, sur balle de break à 5-5 par exemple dans le premier set. Mais en face, on a un Carlos Alcaraz très concentré, très appliqué, incroyable côté revers avec ce fameux point où il vient conclure avec un revers appui ouvert gagnant long de ligne. Donc ça montre vraiment le niveau incroyable d'Alcaraz et je pense que c'est ce revers qui a fait la différence dans la première moitié du match, car même si parfois il peut être fougueux en faisant des grosses fautes, il y a plus eu de coups dedans que dehors de la part de Carlos Alcaraz face à un Djokovic qui a eu des petits trous d'air. Je pense à ce fameux jeu à 1-1 dans le deuxième set où il commet 3 doubles fautes d'affilée, donc il offre carrément le break à Carlos Alcaraz et ça traduit peut-être un manque de confiance qui est dû à un manque de match, de compétition du Serbe. Donc voilà, c'est assez logiquement que Carlos Alcaraz mène 1-7, un break dans ce match. Sauf qu'on le sait, avec Djokovic, rien n'est jamais fini avant que la balle de match ait été jouée. Et là, Alcaraz va se saboter un peu tout seul et va se faire débreaker dans son jeu de 4-3 dans le deuxième set. À vouloir trop en mettre, il va commettre des fautes. Et Djokovic va commencer à serrer le jeu. Et malgré le fait que Djoko ne soit pas forcément excellent pour finir dans la finition, il sait se procurer la balle facile, la balle courte de Carlos Alcaraz, mais il va pas réussir à forcément achever Carlos Alcaraz. Djokovic va quand même réussir à trouver la clé, à retourner ce match dans le tie-break du deuxième set où il sauve une balle de match. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir une configuration très intéressante où Alcaraz est le véritable créateur dans le jeu. C'est lui qui envoie le premier coup droit qui claque et Djokovic va avoir le rôle de contreur. Et ça va donner une opposition de style sublime qui va nous offrir un troisième set de grande qualité. Dans ce troisième set, on a un Djokovic qui lâche les chevaux, il met beaucoup plus d'intensité dans ses coups, beaucoup plus de précision. Et c'est lui qui va réussir à breaker le premier, il va mener 5-3, il va avoir 2 balles de match qui vont être sauvées par Carlos Alcaraz d'une manière fantastique. Vous avez sûrement les points en tête. À 5-4, quand il sert pour le match, il a également 2 balles de match. Mais elles sont également sauvées par Carlos Alcaraz qui va basculer le match à 5-5 au troisième set. Le match va prendre une autre ampleur et là ça va être au mental. Carlos Alcaraz met son jeu de service, Djokovic aussi, tie-break au troisième set. Et là, c'est le roi des tie-break qui a refait surface, Djokovic, qui a dû être un petit peu frustré de perdre le tie-break du deuxième set en finale à Wimbledon. Et donc c'était quelque part sa revanche de gagner ce tie-break. Et donc ce match face à Carlos Alcaraz pour décrocher son 3e titre à Cincinnati et rentrer encore un petit peu plus dans l'histoire. Pour résumer, je pense que c'est une finale qui va faire un grand bien à Carlos Alcaraz. On sait qu'il va en perdre des tonnes des finales de Masters 1000, mais c'est un champion. Il est d'ores et déjà dans les livres d'histoire et il va continuer à étoffer grandement son palmarès. Donc je pense que c'est un mal pour un bien, car si on regarde, tous les plus grands champions ont eu des défaites cruelles, que ce soit Nadal à l'Open d'Australie 2012, Federer à l'Open d'Australie 2009 ou Djokovic à Roland Garros 2015 où il n'arrive toujours pas à remporter le tournoi. Je pense que ça fait partie du tennis, ça fait partie du sport et je pense vraiment que cette finale aura un impact positif pour Carlos Alcaraz à long terme. Quelle semaine de rêve
Pour Coco Gauff qui vient s'adjuger son premier Masters 1000 en carrière, je pense que c'est une étape très importante, surtout pour elle qu'on voit depuis un petit moment finalement, mais qui n'a que 19 ans et c'est la première fois qu'elle gagne un Masters 1000. On savait qu'elle avait le niveau pour décrocher un tel titre, mais il fallait le faire et elle l'a fait. D'abord en battant Swiatek, la numéro 1 mondiale, dans un gros match en demi-finale, 3-7. Et elle a réussi à faire un grand match, à diriger le jeu avec son revers. Elle a montré qu'elle avait un mental d'acier, alors que Swiatek servait pour le gain de la première manche à 5-3. Elle a réussi à débreaker, à renverser le premier set en gagnant au tie-break. Elle a montré qu'elle avait un vrai coup droit qui tenait vraiment la route, même face à la meilleure joueuse du monde. Et elle a fait preuve d'une couverture de terrain vraiment excellente qui est venue déstabiliser Swiatek. Et au final, Coco Gauff, plus forte, s'est imposée en demi-finale. En finale, Gauff maîtrise totalement son sujet face à Karolina Mourova, récente vainqueur à Wimbledon. Les deux joueuses ne s'étaient jamais affrontées avant cette finale. Et vraiment, Coco Gauff a réussi à appréhender au mieux les variations de Mourova, notamment côté revers, où elle slice et elle recouvre, elle alterne vraiment. Elle monte aussi beaucoup à la volée. Et d'ailleurs, Mourova tient vraiment le bon bout si elle veut continuer à progresser. Elle est déjà dans le top 10 et je pense qu'elle peut vraiment aller beaucoup plus loin avec cet état d'esprit. Quoi qu'il en soit, Coco Gauff l'a vraiment bien manœuvré du début à la fin. Elle a été agressive côté revers, c'était dans la continuité de sa demi-finale face à Swiatek. Et elle s'est imposée vraiment logiquement plus forte que Mourova. En tout cas, c'est vraiment une superbe tournée nord-américaine pour Coco Gauff. Elle s'impose à Washington, elle fait quart à Montréal où elle perd contre Pegula qui va gagner le tournoi. Et là, elle décroche le plus grand titre de sa carrière. Donc on se dit que l'étape suivante, c'est d'aller chercher le Grand Chelem. On sait qu'elle en est capable. Elle a fait finale à Roland-Garros en 2022 contre Swiatek. Donc là, c'est à elle de nous prouver qu'elle peut aller chercher ce Grand Chelem et pourquoi pas à l'US Open qui arrive. Dans tous les cas, elle renforce véritablement son statut d'outsider. Derrière peut-être Swiatek, Sabalenka et Rybakina. Mais ce serait vraiment un superbe vent de fraîcheur de l'avoir intégré ce top 4 avec les 3 autres joueuses. Ce serait génial pour le tennis féminin. Quoi qu'il en soit, Coco Gauff arrive avec beaucoup de confiance à New York. Concernant l'US Open, chez les hommes, évidemment, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic arrivent à New York en grandissime favori pour cette édition 2023. Carlos Alcaraz va défendre son titre après son triomphe l'année passée. Vous vous rappelez de son parcours avec des victoires contre Sinner, contre Tiafoe dans des matchs épiques. Et là, ça va être très intéressant de le suivre pour voir comment il va gérer cette pression et comment il va gérer le fait de défendre son titre du Grand Chelem pour la première fois. On sait qu'il devra le faire au moins pour Wimbledon en 2024, mais là, ça va être vraiment très intéressant. Les yeux seront rivés sur lui. Les gens n'auront d'yeux que pour Carlos Alcaraz et à la limite Novak Djokovic, mais ça va vraiment être sympa d'observer comment il va gérer toute l'attente qu'il y a autour de lui. Concernant Novak Djokovic, on s'en souvient, l'année passée, il n'a pas pu disputer l'US Open pour son refus de se faire vacciner. Cette année, les voyants sont au vert pour lui et il a un historique extraordinaire à New York, même s'il a gagné que 3 fois. En 2012, il fait finale, en 2013, il fait finale, en 2014, demi, en 2015, il gagne, en 2016, il fait finale, en 2018, il gagne, en 2021, il fait finale, donc il est toujours là, Novak Djokovic, et ça va être très intéressant de le voir également après son titre à Cincinnati. Il est plus fort que 95% des joueurs dans tous les compartiments du jeu, et il a une expérience redoutable, donc Djokovic à suivre évidemment. Derrière Alcaraz et Djokovic, on a des outsiders, à commencer par Jannik Sinner qui a gagné son premier Masters 1000 à Toronto. Et évidemment, on le sait, c'est un prétendant au plus grand titre, notamment sur dur. Cette année, il a fait quart de finale à Melbourne. Il a perdu contre un très bon Tsitsipas. Malgré tout, attention, je le dis, s'il veut côtoyer les niveaux de jeu d'Alcaraz et de Djokovic, il doit absolument progresser à la volée et avoir une meilleure main. Ça va lui permettre de varier et de distribuer des balles différentes à ses adversaires. Mis à part ça, c'est un joueur exceptionnel qui dégage une puissance de frappe hallucinante. Donc Jannik Sinner à suivre, bien évidemment. En tant qu'outsider de l'US Open, on peut très facilement mettre Hubert Hurkacz qui a réalisé une tournée nord-américaine excellente. Il s'est incliné à 2 reprises contre Carlos Alcaraz. Il s'est même procuré une balle de match à Cincinnati qu'il n'a pas réussi à convertir. On le sait que sur surface rapide, c'est un adversaire redoutable qui a un service extraordinaire. On peut facilement le mettre dans un top 5 des meilleurs serveurs sur le circuit. Et quand il est réglé du fond du court, c'est quasiment impossible de le battre étant donné qu'avec son service, il peut enchaîner très facilement derrière. C'est d'ailleurs lui, on le sait, qui a infligé la dernière défaite en tournoi à Roger Federer avec ce fameux 6-0. Donc Hubert Hurkacz ne sera sûrement pas à négliger durant cette US Open. Également outsider, Daniil Medvedev, lauréat en 2021 de l'US Open. Il est très à l'aise sur cette surface, il peut faire toute sa petite cuisine et emmener tous ses adversaires dans sa marmite. Il n'a pas réalisé une très bonne tournée nord-américaine où il s'incline face à Dominor
à Toronto et à Zverev à Cincinnati. Néanmoins, ça n'enlève pas grand-chose à sa très bonne année. On sait qu'il a enterré ses démons de l'Open d'Australie et il a effectué une énorme série en gagnant Rotterdam, Doha, Dubaï, Miami. Il a gagné Rome, il fait demi-finale à Wimbledon et il compte réitérer son exploit à l'US Open de 2021 cette année. Enfin, dans les outsiders de l'US Open, on peut inclure Tsitsipas, Rublev et Zverev, avec un Zverev peut-être un peu au-dessus des deux autres, étant donné qu'il reste à l'US Open sur une demi-finale contre Djokovic en 2021 qui fait 5-7, et une finale en 2020 contre Thiem, également 5-7, on s'en souvient qu'il sert pour le titre, donc il a vraiment d'énormes repères à New York. On a un Rublev qui a débloqué son compteur en Masters 1000 cette année et qui dégage une telle puissance de frappe qui peut aller très loin dans ce genre de tournoi sur dur. Et un Tsitsipas, vainqueur de Los Cabos récemment, qui a fait finale à l'Open d'Australie en début d'année contre Novak Djokovic. Tsitsipas qui peut très bien jouer sur dur, même si en ce moment, chez les femmes, Swiatek va tenter de défendre son titre qu'elle a acquis à l'US Open en 2022. On s'en souvient qu'elle a battu Jabber en finale, Sabalenka en demi-finale. Mais si on se souvient bien de cette édition de l'US Open chez les femmes, il y a un bon nombre de bonnes têtes de série qui sont sorties très tôt, comme Kontaveit, comme Sakkari, comme Badoza ou comme Alep. Et cette année, on se rend compte qu'on a un gros vivier de joueuses qui peuvent aller très loin, voire soulever le titre, et qui sont pas forcément vouées à sortir très tôt, de par leur solidité, de ce qu'elles ont montré depuis le début de l'année. Je pense à Rybakina, forcément à Sabalenka, à Mourova, à Pegula, forcément à Coco Gauff. Donc ça va être très intéressant de voir quelle joueuse va être capable d'être la plus solide dans le tennis, mais aussi dans la tête, à l'image de Pegula à Montréal ou Gauff à Cincinnati, et voir laquelle va triompher sur cette US Open. Dans l'équation, on n'oublie surtout pas notre Caroline Garcia nationale qui a une demi-finale à défendre à l'US Open. Elle s'était inclinée face à Jabber l'année passée. Là, elle reste sur 4 défaites d'affilée contre Bouskova au 3e tour à Wimbledon, ensuite contre Kostiuk d'entrée à Washington, ensuite contre Bouskova d'entrée à Montréal, puis d'entrée à Cincinnati contre Sloane Stephens. Là, elle s'est inscrite à Cleveland, donc elle va jouer, elle va accumuler des matchs. Elle est tête de série numéro 1, mais il y a des très bonnes joueuses dans le tableau, donc on espère qu'elle va accumuler de la confiance et qu'elle va retrouver des automatismes pour pas qu'elle chute d'entrée ou tôt à l'US Open et qu'elle dégringole au classement. Enfin, outre les favorites que sont Rybakina, Swiatek ou Sabalenka, il faudra suivre quelques joueuses dangereuses qui peuvent créer la surprise à l'US Open, à commencer par Jabber évidemment, qui a fait quart de finale cette année à Roland-Garros, qui fait finale à Wimbledon en battant Kvitova, Rybakina et Sabalenka. Elle fait un parcours de dingue, elle chute que contre Mourova en finale et elle est clairement prétendante au titre à l'US Open. Il faudra également suivre Svitolina qui a épaté tout le monde cette année en faisant quart de finale à Roland-Garros et demi-finale à Wimbledon, qui a affiché une combativité impressionnante, qui a gagné contre Azarenka et Swiatek. Il faudra avoir l'œil sur d'autres joueuses qui peuvent être très très dangereuses, à commencer par Pegula évidemment qui a gagné à Montréal, mais aussi Azarenka, Haddad Maia ou Qin Wenzheng qui sont des très très bonnes joueuses et qui peuvent créer la surprise. Quant à nous, on se retrouve à l'US Open pour un tournoi de malade, on l'espère. On va couvrir toute la quinzaine avec des lives, des pronostics, des réactions à chaud. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, on frôle les 10 000 abonnés. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important et vive le tennis.